Partie 1. L'illusion de la sécurité permanente. Il existe une croyance profondément ancrée dans l'esprit moderne qui détruit silencieusement plus de vies que n'importe quelle catastrophe visible. C'est l'idée que tu peux construire une existence où l'échec n'existe pas, où la douleur peut être évitée, où le confort peut être maintenu indéfiniment. Cette croyance est un poison lent qui paralyse ton potentiel et transforme ta vie en une prison dorée de médiocrité. Regarde autour de toi. Combien d'hommes passent leur existence entière à essayer d'éviter l'échec plutôt qu'à poursuivre le succès? Combien construisent leur vie autour de la sécurité, du confort, de la prévisibilité, sacrifiant leurs rêves sur l'autel de la stabilité? Ils choisissent le travail sûr plutôt que passionnant, la relation confortable plutôt qu'inspirante, l'existence prévisible plutôt qu'aventureuse. Et ils se demandent pourquoi, malgré toute cette sécurité, ils se sentent vides, insatisfaits, comme si quelque chose d'essentiel manquait à leur vie. Ce qui leur manque, c'est précisément ce qu'ils ont passé leur vie à éviter, l'échec. Non pas l'échec en tant que destination finale, mais l'échec en tant que forge où se forment les hommes véritables. L'échec en tant qu'enseignant brutal mais honnête. L'échec en tant que portail vers une version de toi-même que tu ne pourrais jamais atteindre dans le confort. Les grands maîtres à travers l'histoire ont tous compris cette vérité fondamentale. Miyamoto. Musashi, le légendaire samouraï, n'est pas devenu invincible en évitant les combats difficiles, mais en les recherchant activement, en apprenant de chaque défaite avant de devenir imbattable. Thomas Edison n'a pas inventé l'ampoule en jouant la sécurité, mais en échouant des milliers de fois jusqu'à ce qu'il trouve la solution. Les stoïciens romains enseignaient que l'obstacle est le chemin, que la résistance que tu rencontres n'est pas ce qui te bloque, mais ce qui te forge. Mais quelque chose s'est perdu dans la transition vers le monde moderne. Nous avons construit une société qui célèbre le succès mais diabolise l'échec, qui valorise la victoire mais stigmatise la défaite, qui récompense la performance mais punit l'expérimentation. Nous avons créé un environnement où les gens ont tellement peur d'échouer qu'ils ne tentent jamais rien de significatif. Ils restent dans leur zone de confort, année après année, décennie après décennie, jusqu'à ce qu'ils se réveillent à 50 ans et réalisent qu'ils n'ont jamais vraiment vécu. Cette peur de l'échec n'est pas innée, tu n'es pas né avec elle. Regarde un enfant qui apprend à marcher. Il tombe des centaines de fois, encore et encore et encore. Pleure-t-il de honte à chaque chute? Abandonne-t-il après le 10e échec? Non. Il se relève automatiquement, encore et encore, jusqu'à ce qu'il maîtrise la marche. Il n'a pas encore appris à avoir peur de l'échec, à le voir comme un reflet de sa valeur personnelle, à le percevoir comme une catastrophe permanente. Mais ensuite vient le conditionnement social, les parents anxieux qui surprotègent, les enseignants qui punissent les erreurs plutôt que d'encourager l'expérimentation, les pères qui se moquent de ceux qui osent et échouent, les médias qui ne montrent que les succès finaux sans jamais révéler les échecs qui les ont précédés. Couche après couche, tu es conditionné à voir l'échec comme quelque chose à éviter à tout prix, comme une preuve de ton inadéquation, comme un signe que tu devrais abandonner. Ce conditionnement crée une paralysie profonde. Tu as des rêves, des ambitions, des désirs de faire quelque chose de grand, mais chaque fois que tu commences à bouger dans cette direction, la peur de l'échec te fige sur place. Ton esprit génère instantanément 1000 scénarios catastrophes. Et si j'échoue? Et si les autres me jugent? Et si je perds tout? Et si je découvre que je ne suis pas aussi capable que je le pensais? Ces questions deviennent des chaînes invisibles qui te gardent prisonnier d'une vie que tu n'as même pas vraiment choisie. Mais voici la vérité que peu comprennent. L'échec n'est pas l'opposé du succès, c'est son ingrédient essentiel. Tu ne peux pas atteindre quoi que ce soit de significatif sans passer à travers de multiples échecs. C'est une loi aussi fondamentale que la gravité. Chaque compétence que tu possèdes maintenant, tu l'as acquise à travers l'échec répété. Tu as échoué à parler clairement des milliers de fois avant de maîtriser le langage. Tu as échoué
à lire correctement des centaines de fois avant que ça devienne naturel. Tu as échoué dans tes premières relations, tes premiers projets, tes premières tentatives, dans pratiquement tout ce que tu fais maintenant sans y penser. La seule différence, c'est qu'à l'époque, tu ne savais pas que tu étais censé avoir honte de ces échecs. Tu les voyais simplement comme des étapes naturelles vers la maîtrise. Et c'est exactement ce qu'ils sont. L'échec n'est pas une anomalie dans le processus de croissance, c'est le processus lui-même. C'est comme essayer de construire des muscles sans résistance. Impossible. La résistance, la difficulté, l'échec temporaire, c'est précisément ce qui crée la croissance. Mais comprendre cela intellectuellement ne suffit pas, parce que la peur de l'échec n'est pas rationnelle, elle est viscérale. Elle vit dans ton corps, dans tes tripes, dans ces moments où tu es sur le point de faire quelque chose d'important et que, soudain, ton cœur s'emballe, ta respiration devient superficielle, ton esprit se remplit de doutes paralysants. Cette réaction physiologique est réelle et puissante, et tu ne peux pas simplement décider de ne plus la ressentir. Ce que tu peux faire, cependant, c'est changer ta relation avec l'échec. Au lieu de le voir comme un ennemi à éviter, tu peux commencer à le voir comme un allié essentiel, un enseignant brutal mais honnête, un portail vers une croissance que le confort ne pourra jamais t'offrir. Cette transformation de perspective n'est pas facile, mais elle est absolument essentielle si tu veux vivre une vie d'accomplissement véritable plutôt que de sécurité médiocre. L'échec te révèle des vérités que le succès cache. Quand tout va bien, tu peux te permettre des illusions sur qui tu es, sur ce que tu peux faire, sur ce qui est vraiment important. Mais l'échec arrache ces illusions comme une tempête arrache les feuilles mortes d'un arbre. Il te montre tes véritables limites, tes vraies priorités et ton caractère authentique. Cette révélation est inconfortable, souvent douloureuse, mais elle est aussi incroyablement précieuse. Dans l'échec, tu découvres qui sont vraiment tes amis. Les opportunistes disparaissent, les flatteurs se taisent. Ceux qui étaient là pour ce que tu pouvais leur offrir s'évaporent. Mais ceux qui restent, ceux qui t'aident à te relever, ceux qui croient en toi-même quand tu as cessé de croire en toi-même, ce sont tes véritables alliés. L'échec est un filtre qui sépare l'authentique du superficiel dans toutes les relations. Dans l'échec, tu découvres aussi ta véritable résilience. Tant que tout va bien, tu peux prétendre être fort, mais tu ne sais pas vraiment de quoi tu es capable. C'est seulement quand tu es renversé, quand tout semble perdu, quand la voie facile serait d'abandonner, que tu découvres ce qui est vraiment en toi. Es-tu le genre d'homme qui reste au sol, se lamentant sur son sort? Ou es-tu celui qui se relève encore et encore, jusqu'à ce qu'il trouve un chemin vers l'avant? Cette découverte de ta vraie force ne peut venir que de l'échec. Le succès constant, aussi agréable soit-il, ne construit pas le caractère. C'est comme essayer de développer des muscles en ne soulevant que des poids que tu peux déjà facilement manipuler. Tu peux maintenir ce que tu as, mais tu ne grandiras jamais. La croissance vient de la lutte, de l'effort qui te pousse au-delà de tes limites actuelles, de l'échec répété qui finit par se transformer en percée. Les hommes les plus accomplis que l'histoire ait connus ont tous une chose en commun. Ils ont échoué plus que la plupart des gens n'ont même essayé. Ils ont embrassé l'échec, non pas comme une fin, mais comme un début. Non pas comme une preuve de leur inadéquation, mais comme un feedback sur ce qui doit être ajusté. Non pas comme une raison d'abandonner, mais comme une raison de s'adapter et d'essayer à nouveau. Cette relation transformée avec l'échec change tout. Quand tu ne crains plus l'échec, tu deviens libre d'expérimenter, d'innover, de prendre des risques calculés qui peuvent mener à des récompenses extraordinaires. Quand tu vois l'échec comme un enseignant plutôt qu'un ennemi, chaque revers devient une opportunité d'apprentissage plutôt qu'une catastrophe. Quand tu comprends que l'échec est temporaire, mais que l'abandon est permanent, tu développes une persistance qui rend presque toute réussite inévitable avec suffisamment de temps. Mais cette transformation ne se produit pas par accident. Elle nécessite un travail intentionnel, une pratique délibérée, une restructuration consciente de ta psychologie profonde. C'est ce chemin que nous allons explorer maintenant,
Le chemin qui transforme l'échec d'ennemi en allié, de catastrophe en catalyseur, de fin en commencement. Partie 2. L'anatomie de l'échec productif. Tous les échecs ne se valent pas. Il existe des échecs stériles qui ne t'apprennent rien et des échecs productifs qui te propulsent vers l'avant. Comprendre la différence est crucial si tu veux transformer l'échec en force plutôt qu'en faiblesse. Un échec stérile est celui qui se produit parce que tu n'as pas fait l'effort nécessaire, parce que tu as abandonné trop tôt, parce que tu n'as pas pris la situation au sérieux. C'est l'échec du projet que tu n'as jamais vraiment commencé, de la relation que tu as sabotée par négligence, de l'opportunité que tu as laissée passer par peur. Ces échecs ne t'enseignent rien, parce qu'ils ne sont pas vraiment des échecs d'exécution, ce sont des échecs d'engagement. Un échec productif, au contraire, est celui qui se produit malgré ton meilleur effort. Tu as essayé sincèrement, tu as donné ce que tu avais, tu as appliqué ta meilleure stratégie et compétence, et pourtant ça n'a pas marché. Ce type d'échec est précieux précisément parce qu'il révèle les limites de ta compréhension actuelle, les failles dans ta stratégie, les compétences que tu dois encore développer. Le premier élément d'un échec productif est la clarté d'intention. Tu dois savoir précisément ce que tu essaies d'accomplir et pourquoi. Sans cette clarté, tu ne peux pas évaluer correctement ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Tu ne peux pas extraire les leçons pertinentes parce que tu ne sais même pas quel était l'objectif réel. Mais quand ton intention est cristalline, chaque résultat devient informatif. Chaque échec devient un feedback précis. Le deuxième élément est l'effort authentique. Tu dois avoir vraiment essayé, vraiment donné ce que tu avais, vraiment t'appliquer ton attention et tes ressources au défi. Sans cet effort, ton échec ne prouve rien et ne t'enseigne rien. C'est comme essayer d'apprendre à nager en restant sur la plage et en prétendant que l'eau est trop froide. Mais quand tu t'immerges complètement, quand tu donnes tout ce que tu as et que tu échoues quand même, cet échec contient des informations incroyablement précieuses sur ce qui doit changer. Le troisième élément est la mesure objective. Tu dois être capable d'évaluer objectivement ce qui s'est passé, sans les distorsions de l'ego, sans l'autoflagellation excessive, sans les excuses complaisantes. Juste les faits. Qu'as-tu fait? Quel résultat as-tu obtenu? Où était le décalage entre ce que tu attendais et ce qui s'est réellement produit? Cette évaluation objective est difficile, parce que ton ego veut soit tout rejeter sur des facteurs externes, soit tout internalisé comme une preuve de ton inadéquation personnelle. Mais la vérité se trouve généralement entre les deux. Le quatrième élément est l'extraction des leçons. Un échec productif n'est pas simplement un échec que tu ressens profondément ou dont tu te souviens longtemps. C'est un échec dont tu extrais des insights actionnables, des leçons spécifiques que tu peux appliquer à ta prochaine tentative. J'ai échoué n'est pas une leçon. J'ai échoué parce que j'ai sous-estimé le temps nécessaire et je n'ai pas planifié de buffer pour les imprévus est une leçon. J'ai échoué parce que je n'ai pas validé mes hypothèses avant d'investir massivement est une leçon. Ces leçons doivent être suffisamment spécifiques pour changer ton comportement futur, mais pas tellement étroites qu'elles ne s'appliquent qu'à cette situation exacte. Tu cherches des patterns, des principes, des dynamiques qui se répètent à travers différents contextes. C'est cette extraction de principes généraux à partir d'expériences spécifiques qui transforment une collection d'échecs en sagesse profonde. Le cinquième élément est l'application rapide. Les leçons que tu n'appliques pas rapidement se perdent. Ton cerveau oublie, les détails s'estompent, la motivation diminue. Mais quand tu prends immédiatement les insights d'un échec et que tu les appliques à une nouvelle tentative, ces leçons s'ancrent profondément. Elles deviennent une partie de ton intelligence opérationnelle, de ta compréhension intuitive de comment les choses fonctionnent vraiment. C'est ce que faisaient les grands innovateurs. Edison ne s'asseyait pas pendant des semaines à ruminer sur chaque échec d'ampoule. Il extrayait rapidement la leçon, ce matériau ne fonctionne pas comme filament, et passait immédiatement au suivant.
Cette itération rapide transformait chaque échec en progrès mesurable vers le succès final. Le sixième élément est la reconstruction de la confiance. Après un échec, particulièrement un échec majeur, ta confiance est ébranlée. C'est normal et naturel, mais tu ne peux pas rester dans cet état indéfiniment. Tu dois intentionnellement reconstruire ta confiance, non pas à travers des affirmations positives vides, mais à travers des petites victoires concrètes. Commence par quelque chose que tu sais que tu peux réussir, quelque chose de légèrement plus facile que le défi qui t'a fait échouer. Réussis-le, sans cette victoire, aussi petite soit-elle. Puis, prends quelque chose d'un peu plus difficile. Réussis à, nouveau, construis une chaîne de petits succès qui restaure progressivement ta croyance en ta capacité à réussir. Cette reconstruction de confiance n'est pas de l'orgueil ou de la complaisance. C'est de la préparation psychologique essentielle pour ta prochaine grande tentative. Le septième élément est peut-être le plus important, le cadrage narratif. Comment racontes-tu l'histoire de ton échec, à toi-même et aux autres? Est-ce une histoire de victimisation ou les circonstances extérieures t'ont injustement terrassé? Est-ce une histoire de défaite permanente où cet échec prouve que tu ne seras jamais capable? Ou est-ce une histoire de croissance où cet échec était une étape nécessaire sur le chemin vers la maîtrise? La narration que tu choisis n'est pas seulement une interprétation après coup, elle façonne activement ce que tu feras ensuite. Si ton histoire est celle de la victimisation, tu n'as aucune agence, aucun pouvoir pour changer le résultat la prochaine fois. Si ton histoire est celle de la défaite permanente, pourquoi même essayer à nouveau? Mais si ton histoire est celle de la croissance, chaque échec te rapproche du succès, chaque tentative t'enseigne quelque chose de crucial, chaque chute te prépare à te relever plus fort. Cette narration n'est pas une illusion ou un déni de la réalité. Tu ne prétends pas que l'échec ne s'est pas produit ou qu'il n'était pas douloureux. Tu reconnais pleinement la réalité de ce qui s'est passé, mais tu choisis inconsciemment de l'interpréter d'une manière qui te donne du pouvoir plutôt que de te paralyser. C'est une compétence psychologique cruciale que peu maîtrisent. Partie 3. La pratique délibérée de l'échec. Maintenant que tu comprends l'anatomie de l'échec productif, il est temps d'apprendre quelque chose qui semblera contre-intuitif. Comment échouer intentionnellement de manière stratégique. Non pas parce que l'échec est l'objectif, mais parce que la peur de l'échec est probablement ce qui te retient le plus dans la vie. La première pratique est ce que j'appelle l'exposition progressive. C'est la même technique utilisée pour traiter les phobies. Et la peur de l'échec est essentiellement une phobie sociale et psychologique. Tu commences par t'exposer volontairement à de petits échecs, des situations où les conséquences sont minimales, mais où ton ego doit quand même absorber le choc. Voici un exercice concret. Pendant une semaine, demande délibérément quelque chose que tu sais qu'on te refusera probablement. Demande une réduction dans un magasin qui ne fait jamais de réduction. Demande à quelqu'un de célèbre pour une photo. Propose une idée un peu folle dans une réunion. L'objectif n'est pas d'obtenir un oui, c'est de recevoir des non et de réaliser que tu survis, que le monde ne s'effondre pas, que ta valeur n'est pas diminuée. Au début, chaque refus piquera, ton ego protestera, mais avec la répétition, quelque chose de remarquable se produit. Tu commences à te désensibiliser au rejet. Les noms cessent d'être des catastrophes et deviennent simplement des données. Cette approche n'a pas fonctionné. Essayons une autre. Cette désensibilisation est incroyablement libératrice parce qu'elle retire le pouvoir émotionnel paralysant de l'échec potentiel. La deuxième pratique est l'échec rapide intentionnel. Au lieu d'essayer de perfectionner quelque chose avant de le montrer au monde, lance-le rapidement sous une forme imparfaite. Crée ton projet et partage-le avant qu'il ne soit prêt. Démarre ton entreprise avec un produit minimum viable plutôt qu'avec le produit parfait. Publie ton travail créatif, même s'il n'est pas encore à la hauteur de tes standards internes. Cette pratique accomplit plusieurs choses cruciales.
Premièrement, elle te force à confronter ton perfectionnisme paralysant, cette voix qui dit que rien n'est jamais assez bon pour être partagé. Deuxièmement, elle te donne un feedback réel du monde réel beaucoup plus rapidement. Tu découvres ce qui fonctionne réellement plutôt que ce que tu penses qui devrait fonctionner. Troisièmement, elle accélère massivement ton cycle d'apprentissage. Tu peux itérer 10 fois pendant que les perfectionnistes travaillent encore sur leur première version. La troisième pratique est l'analyse post-mortem systématique. Après chaque échec, aussi petit soit-il, prends 30 minutes pour faire une analyse structurée. Pas une session de rumination émotionnelle, mais une évaluation clinique et objective. Quelles étaient mes hypothèses initiales? Lesquelles se sont révélées fausses? Qu'ai-je fait qui a bien fonctionné? Qu'ai-je fait qui a contribué à l'échec? Quels signes avant-coureurs ai-je ignorés? Si je devais refaire la même chose demain, qu'est-ce que je changerais exactement? Écris ces réponses. Ne les garde pas seulement dans ta tête. L'acte d'écrire force une clarté que la pensée seule ne peut atteindre. Et avec le temps, tu construiras une bibliothèque personnelle de leçons apprises, de patterns identifiés, de sagesse durement gagnée qui te guidera dans les décisions futures. La quatrième pratique est le partage vulnérable. Trouve quelques personnes en qui tu as confiance et partage tes échecs avec elles. Pas de manière dramatique ou en cherchant la pitié, mais de manière factuelle et réfléchie. Voici ce que j'ai essayé. Voici comment ça a échoué. Voici ce que j'en ai appris. Ce partage accomplit plusieurs choses essentielles. Premièrement, il normalise l'échec. Quand les autres voient que quelqu'un qu'ils respectent échoue et continue quand même, ça leur donne la permission d'être imparfait aussi. Deuxièmement, ça te force à articuler les leçons, ce qui les rend plus claires pour toi-même. Troisièmement, les autres peuvent souvent voir des angles morts que tu as manqués, des patterns que tu n'as pas remarqués, des solutions alternatives que tu n'as pas considérées. La cinquième pratique est l'expansion délibérée de la zone de confort. Chaque mois, fais intentionnellement quelque chose qui te met mal à l'aise, quelque chose où l'échec est une possibilité réelle. Prends un cours dans un domaine complètement nouveau, où tu seras un débutant incompétent. Participe à une compétition où tu n'as aucune chance de gagner. Approche quelqu'un que tu trouves intimidant pour une conversation. L'objectif n'est pas la performance dans ces situations, c'est l'expansion de ta tolérance à l'inconfort et à l'incompétence temporaire. Chaque fois que tu te places volontairement dans une situation où tu pourrais échouer et que tu survives, ta zone de confort s'élargit légèrement. Avec le temps, des choses qui te terrifiaient deviennent simplement inconfortables. Des choses qui étaient inconfortables deviennent faciles. Et ton champ de possibilités s'élargit dramatiquement. La sixième pratique est le réencadrement émotionnel en temps réel. Quand tu sens l'échec arriver, quand ton projet commence à s'effondrer, quand tu réalises que ça ne va pas marcher, au lieu de te laisser submerger par la panique ou le désespoir, pratique consciemment le réencadrement. C'est inconfortable, mais c'est exactement le genre de situation qui forge les hommes forts. Cet échec me donne des données précieuses que je n'aurais jamais pu obtenir autrement. Dans un an, je regarderai en arrière sur ce moment comme un point tournant crucial. Ce réencadrement n'est pas une négation de la douleur. C'est une interprétation alternative de sa signification. Tu ressens encore la déception, la frustration, l'inconfort. Mais tu ne les laisses pas définir l'expérience ou déterminer ta prochaine action. Tu maintiens une perspective qui te donne du pouvoir même au milieu du chaos. La septième pratique est l'inoculation par visualisation. Avant d'entreprendre quelque chose d'important, visualise délibérément l'échec. Pas de manière vague et anxieuse, mais de manière spécifique et stratégique. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Comment réagirais-tu? Quelles seraient tes options? Comment te relèverais-tu? Cette pratique accomplit deux choses. Premièrement, elle réduit l'anxiété anticipatoire. Une grande partie de la peur vient de l'incertitude sur ce qui pourrait arriver et comment tu y ferais face. En visualisant les scénarios d'échec et tes réponses, tu retires une grande partie de leur pouvoir effrayant.
Deuxièmement, elle te prépare pratiquement. Si l'échec se produit réellement, tu n'es pas pris à dépourvu. Tu as déjà répété mentalement ta réponse, ce qui te permet de réagir avec calme et clarté plutôt qu'avec panique. Partie 4. La transformation alchimique. Quand tu maîtrises véritablement l'art de transformer l'échec en force, quelque chose de profond se produit dans ton existence. Tu ne deviens pas quelqu'un qui ne ressent plus la douleur de l'échec, tu ne deviens pas un robot émotionnellement détaché. Au contraire, tu deviens quelqu'un qui peut ressentir pleinement cette douleur tout en continuant à avancer, quelqu'un qui extrait la sagesse de chaque revers, quelqu'un qui devient progressivement antifragile, plus fort avec chaque tempête qu'il traverse. Les opportunités qui te terrifiaient auparavant deviennent excitantes. Ce projet ambitieux, qui semblait trop risqué, devient une aventure fascinante. Cette conversation difficile que tu évitais devient un défi à relever. Cette nouvelle compétence, qui te semblait hors de portée, devient simplement la prochaine montagne à escalader. Non pas parce que l'échec a disparu comme possibilité, mais parce que tu sais profondément que tu peux gérer l'échec s'il arrive. Cette confiance change ta présence. Les gens le sentent instinctivement. Il y a une différence palpable entre quelqu'un qui joue la sécurité par peur et quelqu'un qui prend des risques calculés parce qu'il n'a pas peur de tomber. Le premier dégage une énergie contractée, défensive, limitée. Le second dégage une énergie expansive, confiante, illimitée. Les autres sont naturellement attirés par cette deuxième énergie parce qu'elle représente ce qu'ils aspirent secrètement à être. Ta relation aux opportunités se transforme également. Tu cesses de filtrer les possibilités à travers le prisme « puis-je garantir le succès ?» et commences à les évaluer à travers « qu'est-ce que j'apprendrai même si j'échoue ?» Cette simple modification de critères ouvre un univers de possibilités qui étaient invisibles auparavant. Des opportunités que tu aurais rejetées, par peur, deviennent soudainement attirantes pour leur potentiel d'apprentissage. L'échec cesse d'être une menace existentielle et devient simplement un feedback. Ce projet n'a pas marché? Donnée intéressante. Cette relation ne s'est pas développée comme espéré? Leçon précieuse. Cette tentative entrepreneuriale a échoué? Excellente expérience éducative. Tu ne minimises pas ces échecs, tu ne prétends pas qu'ils ne comptent pas, mais tu les traites comme ce qu'ils sont. Des informations sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas comme des verdicts sur ta valeur en tant que personne. Cette alchimie transforme également ta relation au temps. Quand tu as peur de l'échec, chaque tentative semble être ta dernière chance. Si ça ne marche pas, je suis fini. Cette pression paralyse et garantit presque la performance sous-optimale. Mais quand tu vois chaque tentative comme une itération dans un processus à long terme, la pression diminue. Si ça ne marche pas cette fois, j'apprendrai quelque chose de crucial et j'essaierai à nouveau avec plus de sagesse. Cette perspective à long terme te donne une patience stratégique que les autres n'ont pas. Pendant qu'ils abandonnent, après le premier ou deuxième échec, tu persistes à travers le 10e, le 20e, sachant que chacun te rapproche de la percée. Cette persistance, alimentée non par l'obstination aveugle, mais par la confiance que l'échec enseigne, devient presque une garantie de succès éventuel dans n'importe quel domaine où tu l'appliques avec suffisamment de temps. L'antifragilité que tu développes se manifeste également dans tes émotions. Les revers qui autrefois t'auraient plongé dans le désespoir pendant des semaines te font maintenant pause pendant un jour ou deux avant que tu ne rebondisses. Non pas parce que tu es devenu insensible, mais parce que tu as développé une confiance profonde dans ta capacité à te relever. Tu as prouvé à toi-même, encore et encore, que tu peux traverser les tempêtes et en sortir plus fort. Cette transformation change aussi fondamentalement tes relations. Tu attires des personnes différentes, des gens qui poursuivent également la croissance plutôt que le confort, qui valorisent l'authenticité plutôt que la perfection, qui respectent le courage d'essayer plutôt que la sécurité de ne jamais échouer. Et tu repousses naturellement ceux qui vivent dans la peur, qui critiquent ceux qui osent depuis la sécurité de leur inaction, qui drainent l'énergie de tout le
Monde avec leur négativité. Peut-être plus important encore, tu développes une forme rare de liberté intérieure. Tu n'es plus prisonnier de l'opinion des autres parce que tu sais qu'indépendamment de ce qu'ils pensent, tu as la capacité de continuer, d'apprendre, de grandir. Leur approbation est agréable mais pas nécessaire. Leur désapprobation est inconfortable mais pas paralysante. Tu as déplacé ton centre de gravité psychologique de l'extérieur vers l'intérieur, de leur jugement vers ton propre processus de croissance. Cette liberté te permet d'être véritablement toi-même, non pas la version soigneusement éditée de toi-même que tu penses que les autres approuveront, mais ta version authentique, imparfaite, en évolution. Et paradoxalement, cette authenticité te rend plus attrayant, plus magnétique, plus influent que n'importe quelle façade soigneusement construite ne pourrait jamais l'être. L'échec, compris et embrassé correctement, devient ton plus grand professeur et ton allié, le plus fiable sur le chemin vers la grandeur. Il ne s'agit pas de chercher l'échec pour lui-même, ni de glorifier la souffrance. Il s'agit de retirer de l'échec son pouvoir paralysant en le transformant en carburant pour ta croissance. Quand tu maîtrises cette alchimie, tu deviens pratiquement inarrêtable, non pas parce que tu ne peux pas échouer, mais précisément parce que tu peux échouer et que cela ne t'arrête jamais. Le monde appartient à ceux qui osent échouer en grand plutôt qu'à ceux qui réussissent petitement par peur d'échouer. La question n'est plus « et si j'échoue ?» mais « qu'est-ce que je ne tenterai jamais si je laisse la peur de l'échec me contrôler ?» La réponse à cette question devrait te terrifier beaucoup plus que n'importe quel échec spécifique ne pourrait jamais le faire.